Bonjour, voici le cours 3 qui va nous permettre de comprendre comment la vie est apparue sur la Terre. Nous survolons rapidement l'histoire complète d'une période qui s'est étendue sur 4 milliards d'années et qui s'appelle le Précambrien. Le Précambrien va voir la planète passer d'une roche relativement chaude avec une atmosphère et à peu près rien d'autre à sa surface à une relative diversité de vie, notamment dans les océans marins. On va tout d'abord rappeler rapidement que l'atmosphère de cette planète primitive, donc l'atmosphère primitive, était constituée de dioxyde de carbone, de diazote et d'eau. Et en fait, quelques réactions chimiques vont permettre de voir apparaître deux molécules importantes, le méthane, CH4, et l'ammoniac, NH3. À partir de ces quatre gaz très importants, la Terre, notamment dans son atmosphère, a pu créer des nouvelles molécules. Des scientifiques ont recréé ces conditions, donc mettre ces quatre gaz sous pression dans un contenant, et à l'aide d'étincelles, notamment la fameuse expérience de Miller, a permis de créer des molécules qui vont permettre à la vie d'apparaître un petit peu plus tard. On les appelle des molécules prébiotiques, donc avant la vie. Alors il y a à peu près 4 milliards d'années, on pense que une certaine quantité de ces molécules prébiotiques s'est accumulée dans les océans sous l'effet des rayonnements et des éclairs qu'il peut y avoir dans le ciel, dans l'atmosphère terrestre. Alors ces molécules prébiotiques sont regroupées en trois catégories: les bases azotées, les acides aminés et les acides gras. Actuellement, on pense que une autre théorie pourrait expliquer l'arrivée des molécules prébiotiques à la surface de notre Terre. C'est une science qui s'appelle la panspermie, une théorie qui s'appelle la panspermie, et en fait qui part du postulat que ces molécules prébiotiques sont arrivées de l'espace et qu'on les retrouve en fait à la surface des astéroïdes qui gravitent dans notre système solaire, et que ces molécules peuvent être apportées par ces astéroïdes au moment où ils tombent sur la planète. Alors l'analyse actuelle de quelques astéroïdes qui circulent dans le système solaire va nous permettre de confirmer éventuellement cette théorie qui a priori semble très prometteuse. À partir des molécules prébiotiques, il est relativement simple pour les scientifiques de comprendre l'apparition de molécules plus importantes pour la vie, qui vont s'appeler des molécules biotiques. Les acides aminés vont pouvoir réagir notamment sur des supports particuliers, des supports solides minéraux. Les bases azotées également vont pouvoir réagir, et les acides gras vont pouvoir réagir. Alors on va se retrouver avec 4 grandes familles de substances chimiques, donc des molécules biotiques, des molécules de la vie. Les acides aminés vont se regrouper et former des protéines. Les bases azotées vont se regrouper et former de l'ADN. Et en fait, à partir des acides gras, on peut retrouver des lipides. La formation de glucides est également envisageable à partir des molécules qu'on vient de nommer. Et on se retrouve avec ces 4 grandes familles de substances chimiques qui vont être retrouvées dans l'immense majorité des êtres vivants qu'on rencontre sur Terre. On peut également se questionner sur la formation des cellules, qui sont les unités fondamentales de la vie. Et pour les scientifiques, ce n'est pas un gros défi d'imaginer comment des cellules peuvent être créées, car en fait une cellule est simplement le regroupement de différents lipides, de différents phospholipides, sous la forme d'une sphère. Dans l'eau, ces lipides se regroupent instantanément et très simplement dans ce qu'on appelle des micelles. Alors si une micelle, donc ce regroupement de lipides, se forme dans l'eau et emprisonne des protéines, de l'ADN, des lipides et des glucides, comme vu précédemment, donc ces fameuses molécules biotiques, eh bien on se retrouve avec une sorte de boîte vivante, de cellules finalement, qui est en fait le contenu d'une bactérie. Alors c'est comme ça que vraisemblablement les premières bactéries seraient apparues. Donc des premières bactéries qui ont été nommées prokaryotes, ce qui signifie avant l'apparition des noyaux, des cellules à noyaux, des vraies cellules finalement. On se retrouve toujours dans le Précambrien,
donc dans cet immense moment de l'histoire de la Terre qui s'étire sur 4 milliards d'années, avec des bactéries relativement simples, donc des prokaryotes, et pendant presque 1 milliard d'années, ces bactéries vont évoluer. Certaines d'entre elles vont acquérir de nouvelles substances chimiques qui vont leur permettre de réaliser de la photosynthèse, ce qui va libérer dans l'atmosphère du dioxygène. Alors ces bactéries capables de libérer du dioxygène sont dites des bactéries photosynthétiques puisqu'elles libèrent du dioxygène notamment par photosynthèse. Elles ont également un autre nom lié à leur couleur, les cyanobactéries. Donc il y a à peu près 3 milliards d'années, les scientifiques pensent qu'on avait beaucoup de cyanobactéries à la surface de notre planète. Alors, cette prolifération de bactéries photosynthétiques a eu un grand effet sur l'atmosphère terrestre, car par photosynthèse, ces bactéries qui sont dans l'eau ont recueilli le dioxyde de carbone qui se trouvait en quantité assez importante dans l'atmosphère, et donc par photosynthèse ont libéré du dioxygène. Alors l'atmosphère a été modifiée, le dioxyde de carbone a diminué énormément, et le dioxygène s'est accumulé. On a des traces de l'existence de ces bactéries, car ces bactéries créent, au fur et à mesure de leur vie, des roches que l'on appelle des stromatolites, des roches en couches, et on les retrouve à certains endroits sur Terre, ce qui témoigne de leur activité étendue sur plusieurs centaines de millions d'années. L'apparition de ce dioxygène a eu un grand effet sur les espèces bactériennes qui évoluaient à l'époque sur Terre. Beaucoup d'entre elles n'ont pas résisté à cette molécule, ce dioxygène, qui les a oxydées, qui les a détruites. Alors les scientifiques parlent de ce moment comme la grande oxydation, qui a modifié relativement l'environnement de la Terre, détruit certaines bactéries, modifier même les roches et les minéraux à la surface de la Terre. Mais ce qui attire encore plus notre attention, c'est que le dioxygène a réagi dans la haute atmosphère, le dioxygène qui s'accumulait, et a permis la création d'une molécule très importante, l'ozone. L'ozone que l'on sait être un protecteur de la vie, et notamment de la vie en dehors des océans, car jusqu'à maintenant les espèces vivantes ne pouvaient pas sortir des océans car elles se faisaient détruire rapidement par les rayonnements UV venant du soleil, et l'ozone accumulé a créé une barrière de protection, la couche d'ozone, ce qui a permis aux êtres vivants, aux bactéries à l'époque, et aux autres qui vont suivre, de sortir de l'eau et d'aller s'installer sur les continents terrestres. On est rendu à, il y a à peu près 2 milliards d'années, 1,5 milliard d'années. On a beaucoup de bactéries photosynthétiques à la surface de la Terre, l'ozone s'est accumulé, et deux modifications vont apparaître. On a tout d'abord certaines bactéries, des prokaryotes, qui vont recueillir d'autres petites bactéries éventuellement, et qui vont donc fusionner et voir un noyau apparaître au milieu de leurs cellules, comme on peut voir ici, tandis que d'autres cellules, toujours sur une grande période, on parle de 500 millions d'années au minimum, certaines cellules vont se regrouper en paquets de cellules et former des êtres pluricellulaires. Alors, si on revient à ces prokaryotes, donc deux prokaryotes qui fusionnent auraient pu, donc c'est une théorie, une vision qui pourrait permettre d'expliquer l'apparition de ces eucaryotes il y a à peu près 2 milliards d'années. Donc ces eucaryotes auraient eu un noyau dans lequel l'ADN se serait condensé et on se retrouve avec des cellules telles qu'on les connaît maintenant dans la plupart des êtres vivants qui nous entourent, avec une membrane qui fait le tour de la cellule et une autre membrane à l'intérieur qui protège l'ADN, donc un noyau. Alors ces cellules maintenant s'appellent des cellules eucaryotes, donc des vraies cellules avec noyau. En parallèle, d'autres cellules se sont regroupées et ont acquis une fonction précise. Donc certaines cellules se sont collées les unes avec les autres et se sont spécialisées. Donc certaines cellules ont pu, par exemple, dans cet être-là, devenir des cellules qui ne font que la photosynthèse, tandis que d'autres, comme celle-là par exemple, servent essentiellement à maintenir une forme à l'être vivant. Plus tard, peut-être que des cellules pourraient s'ajouter pour permettre à l'être vivant de se déplacer. Certaines cellules deviennent capables de capter de l'information venant de l'extérieur. Et on a un regroupement de cellules que les biologistes appellent un être pluricellulaire, ce qui veut dire plusieurs cellules. Alors on connaît notamment des algues vertes qui seraient apparues il y a 1,5 milliard d'années, qu'on peut retrouver dans certains lacs, c'est la bouillie verte qu'on voit ici. Et à partir de là, on est capable de comprendre comment se forment des êtres beaucoup plus complexes, des êtres tels qu'on les connaît actuellement, des êtres constitués de beaucoup de cellules spécialisées. En résumé,
des cellules eucaryotes apparaissent, des êtres pluricellulaires apparaissent, on peut avoir des eucaryotes qui eux aussi deviennent pluricellulaires, et on retrouve une diversité relativement importante d'espèces vivantes dans les océans, et quelques-unes même qui sortent des océans. Il y a à peu près 600 millions d'années, 0,6 milliards d'années, et c'est donc ce qui va finir ces 4 milliards d'années d'apparition de la vie dans ce que l'on appelle le précambrien. Le précambrien va s'arrêter car un événement majeur, pas très bien connu, ça remonte quand même à 600 millions d'années, semble avoir eu lieu. Donc une fracturation de l'immense continent, de l'immense supercontinent qu'il y avait à l'époque, que l'on appelle Rodinia, qui aurait modifié les conditions de vie à la surface de la Terre et qui aurait entraîné une disparition de beaucoup d'espèces de l'époque. Alors ceci termine le cours 3 sur le précambrien.